Gérard, on peut pas dire ça à l'antenne. 2 fois, je vais faire le début parce que ça partait en cacahuète, mais en cacahuète totale, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Mais au bout de 15 secondes, moi, arrêtant l'émission, je sais pas ce que ça peut devenir derrière. Bonjour à tous, M6 Turbo dans la boîte à gants. Une première, c'est parti. Salut Dominique. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça fait quelques mois qu'on y bosse. Hein, t'es opiniâtre, tenace. C'est heureusement, j'ai envie de te dire heureusement parce que sinon ça serait pas fait. Mais je te disais, c'est un peu le timing parfait finalement parce que c'est le 100e épisode de Dans la boîte à gants. Je suis flatté. Donc c'est parfait. On est ici chez ton pote, Emmanuel Lopez, qui a une galerie d'art qui est juste incroyable. J'aimerais rester quelques heures, voire quelques jours. Moi, quand je suis parisien, tu vois, je m'installe dans un fauteuil, on papote, on discute de ces dernières acquisitions, de ces trouvailles, et puis moi, je m'émerveille. Il y a des choses qui me tentent. La plupart du temps, c'est inaccessible parce que il est vraiment fouineur et chercheur de ce qui est l'exception, tant du domaine de l'automobile que de l'aviation. Évidemment, les affiches, c'est son domaine privilégié. Il en a des milliers entre les deux galeries, là, ici, dans le 9e, rue Sauron. Parce que je suis un passionné d'automobile, mais pas seulement. Adeline, ton ancienne assistante, qui a été à tes côtés pendant 35 ans. Il y en a qui m'ont balancé, hein. Oui, ils t'ont balancé. J'ai pris des informateurs, si tu veux. M'a dit que t'étais passionné aussi, effectivement, d'art. On est dans le bon endroit. D'antiquité. Oui. Tu fais beaucoup les antiquaires. Les brocanteurs, les vide-greniers, tout, oui. Et je pense que pour la plupart des gens, t'es surtout, et en tout cas pour moi, parce que t'as bercé un peu mon enfance, clairement même, t'as bercé l'enfance de beaucoup de personnes, même des générations avant moi. T'es sûrement le journaliste qui a la carrière la plus longue par rapport à une émission. Ça fait 35 ans. 36. 36 maintenant, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, même si je pense que tout le monde a capté qui tu étais? Écoute, je vais pas dire ma date, mais maintenant avec Wikipédia, on peut tout trouver. Je suis issu donc d'une famille. Mon père était au départ coureur cycliste, et puis après il était radio-reporter à ce qu'on appelait la RTF. Robert Chapat. Et puis il a eu la carrière que l'on connaît. Bon, les jeunes peut-être un peu moins, mais les vétérans se souviennent de Robert Chapat. Stade 2, les Jeux du Stade, voilà. Et puis moi j'ai fait une carrière, j'ai une scolarité un peu bringue-zingue parce que j'étais pas très discipliné. Voilà, j'ai eu quelques problèmes de discipline dans tous les établissements que j'ai fréquentés. J'ai quand même fini par faire des études supérieures qui me dirigeaient pas du tout vers cette fonction, vers cette profession de journaliste. Et puis je suis devenu journaliste en 1973, après un passage de à peu près 1 an et demi, 2 ans à Europe 1. Et je suis passé à RTL en novembre 73. Et puis là, ma carrière s'est faite petit à petit entre les éditions du matin que je présentais, et puis l'automobile qui est arrivé complètement par hasard dans ma vie professionnelle, mais pas tout à fait par hasard dans ma vie privée, parce que j'ai toujours été un passionné d'auto. C'est quoi tes premiers souvenirs un peu d'enfance? Je crois que ton papa aimait aussi l'auto. Ouais, mon père on n'achetait pas des Ferrari à l'époque, hein, mais oui, il a eu pas mal d'autos, oui, il a eu des belles autos. Moi, je le guettais quand il allait chercher une nouvelle auto. Ça arrivait quand même de temps en temps, et je le guettais. On habitait au 5e étage à Vincennes, dans le Val-de-Marne, et j'attendais qu'il rentre sur le parking extérieur avec la voiture, et je descendais immédiatement pour prendre possession de la voiture. Évidemment, je conduisais pas, mais prendre possession de cette nouvelle voiture avec. Alors, il a eu des jolies voitures, oui. Il a eu des jolies voitures. Il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres. Ouais, je me souviens des coupés 404, cabriolets 404, et puis jusqu'au crépuscule de sa vie, il a eu une Mercedes 230 SL, Pagode, magnifique, qu'il a vendue quelques années avant sa mort. Et curieusement, on me l'a proposé, figure-toi, 2 fois à l'achat. Il y a des gens... exactement la même. Ah ouais, non, mais elle...
Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans mon bureau en me disant, voilà, j'ai la voiture, je suis propriétaire de la voiture de votre père. Je lui dis, bon, vous êtes sûr? Il me dit, bah oui, j'ai les papiers et tout. Et si vous voulez, je vous la vends. Alors, j'étais en train d'acheter une maison, j'allais pas m'entêter encore plus avec une voiture. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai un copain en Eure-et-Loire qui ne fait que de la mini de collection. Moi, je suis un fou de mini de collection, enfin d'anciennes mini. Et il m'a dit, tiens, j'ai une surprise pour toi, viens me voir. Il a encore essayé de me fourguer une voiture, arrêtons les frais. Et puis j'attends, je dis, alors elle est où? Il me dit, non, mais ça va venir. Et je vois arriver une Mercedes 230 SL, noire. Et 2 jeunes descendent de ton âge. Et le gars qui conduisait la voiture m'a dit, je vous présente la... Ouais, j'ai pas besoin de vous la présenter, c'est la voiture de votre père. Je dis, non, elle était blanche, elle était ivoire. Non, mais c'est celle-là. Et il l'avait fait repeindre. Moi, j'aimais pas, mais bon, enfin, en même temps, il m'a pas dit si vous voulez l'acheter. Ça a atteint des sommes aujourd'hui. Je crois qu'on est dans les 120 000 euros. Ouais, ça a pris énormément de temps. Ouais. C'était une belle auto, oui. Je crois savoir que durant l'enfance, tu as eu d'autres petits souvenirs un peu liés à l'automobile. Je crois que tu construisais un petit peu tes circuits et tu t'organisais des 24 heures. Oui, alors ça, c'était dans une partie de l'appartement. Donc, je faisais les 24 heures du Mans avec mes autos. Alors, mes autos, elles étaient... Mon père, quand il voyageait, il me rapportait fréquemment des Dinky Toys. Donc, j'avais gardé... Ça valait beaucoup d'argent aussi maintenant parce que c'est mais alors, superbe. Ouais, mais alors, bon, si tu veux, j'ai eu 18 ans... comme tout le monde à un moment, et puis je me suis dit tiens, je vais m'acheter une chaîne stéréo, et puis j'ai fourgué à un copain toute ma collection de Dinky Toys, et effectivement j'organisais dans une partie de l'appartement des 24 heures du Mans, et le long des Plaintes, et puis alors je faisais des changements de pneus, je nettoyais les pneus et tout, ouais. Mais j'ai toujours aimé les modèles réduits. Aujourd'hui, quand je tombe sur des brocantes où je vois certaines voitures que j'ai eues, que je vois les prix, notamment à Chartres, il y a une salle des ventes où ils font régulièrement des sessions de vente de voitures miniatures. Quand je vois les prix que ça atteint, je dis bon, mais faut pas regretter les choses. J'ai eu des choses dont je me suis séparé liées à l'automobile, puis voilà, c'est la vie. Faut pas être matérialiste, quoi. Moi, je le suis à fond. Je le suis à fond, mais bon, je le suis à fond. Et autant il y a des gens qui vivent comment dirais-je, complètement coupés de la chose matérielle. Moi, je peux pas. Je peux pas imaginer un appartement sans rien au mur, sans livres, sans disques. Voilà, il me faut ça pour. C'est parce que tu as beaucoup de passion pour plein d'objets qui sont dans différents secteurs aussi. Ouais, j'adore les livres, j'adore la musique. Je me fais même d'ailleurs comment dirais-je, une image de marque quand je suis aux États-Unis, on va sur les routes, on en a fait 11 routes américaines depuis la naissance de Turbo, et je pars toujours avec une playlist, et puis il y a un paysage où il y a une situation qui m'inspire, et là je dis tiens, on va y aller en écoutant du blues, en écoutant du rock. Dans tes souvenirs d'enfance liés à l'automobile, tu m'as parlé aussi de Christophe. Une fois, je crois qu'il t'a dépassé avec sa Ferrari. Ça t'a un peu marqué, je crois. Je crois que c'était une GT40. Il allait au Mans, j'y allais aussi. Je crois que c'était en 67. Avec le raz-de-marée Ford avec les MK4 qui ont dominé les Ferrari P4. Tu avais une vingtaine d'années, quoi. Oui, on va dire ça, oui. Déjà une vingtaine d'années, j'avais 19 ans, oui. Ouais. Et donc tu te rends au Mans. Ouais. T'es photographe, un peu freelance. Je fais de la photo, oui. Je fais de la photo. Après, avant d'aller en radio, j'étais reporter photographe pour une agence de presse et je couvrais. J'assurais les premières parisiennes avec les grandes vedettes de l'époque. Et bon, je me faisais un petit peu de pognon comme ça, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à cette fameuse Ferrari P4, tu sais que maintenant, je pense que même pour les jeunes, ça parle parce qu'il y a eu le film Le Mans 66. Exactement, ouais. Donc, ce fameux duel GT40 P4. Et cette P4
Tu m'as expliqué que tu t'étais retrouvé dans une situation où tu l'avais retrouvé dans une grange avec tous les mécanos Ferrari. Non, sur une photo, c'est ça? Non, c'est une photo. Ouais, c'est une photo. Alors c'était, je sais plus comment il s'appelait, celui qui était propriétaire d'un stock de photos énorme. Il était au Mans et on le croisait fréquemment. Il vendait des photos. Et j'ai acheté effectivement, je crois que c'est un format 30-40. Ça c'est extraordinaire. Je recherche le nom en même temps, mais bon, peu importe. Et la voiture est sur de la terre battue. C'est donc une Ferrari P4, une des Ferrari P4 qui courait. Et autour, il y a les mécanos de Ferrari en bleu de chauffe avec la clope au bec, le béret sur la tête, et ils sont là en train de discuter autour de la voiture dans une grange. C'est un truc improbable, quoi. On n'imagine pas, quand on voit aujourd'hui l'ambiance clinique des stands de Formule 1 ou des stands d'endurance. Là, la voiture, elle est même la terre battue avec les gars qui discutent autour. C'est une photo magique. Et ouais, C'est ton fils qui l'a maintenant, c'est ça? Tu l'as mis dans oui, la chambre elle est de ton fils? dans la chambre de mon fils. Je vais pourrir sa chambre avec des photos du Mans, avec des photos de Formule 1 et tout. Oui, oui. Parce qu'il est un peu mordu d'automobile après. Complètement. Ouais. Bah lui, il est tombé dedans. C'est comme Astérix et Obélix. Oui, il est vraiment tombé dedans. Oui. Et pour cette fameuse P4, donc cette fameuse Ferrari, je crois que tu as une histoire assez folle parce que tu l'as retrouvée plus tard, non? Alors, je l'ai retrouvé. Oui, au cours d'un tournage chez Pierre Bardinon au Mas du Clos, dans la collection du Mas du Clos, qui est restée très longtemps, mais je pense que bon maintenant Pierre est mort, mais une partie des voitures a disparu, notamment une GTO. Mais la Ferrari il avait une Ferrari P4 et c'est un monstre. Il fallait 4 mécanos, il avait 4 mécanos à demeure, il fallait les 4 pour démarrer la voiture. Et j'ai encore je crois que j'ai une ou deux photos encore avec Pierre au volant, parce qu'évidemment, il n'était pas question que je conduise ça. Et sur le circuit, et moi je suis à côté dans la Ferrari P4, c'est, ouais. Adeline, ton ancienne assistante, m'a raconté aussi que ça avait été tout un process pour réussir à rentrer en contact avec Pierre Bardinon parce qu'il était très discret. Ouais, comme la plupart oui, il aimait pas le paraître, il avait pas besoin de ça, il s'en moquait. Aujourd'hui, c'est pareil. Bon, alors, souvent pour des raisons fiscales, parce que aujourd'hui la possession est taxée, hein, que tu possèdes des affiches, que dès lors que t'en as beaucoup, c'est suspect, quoi. Ça éveille les soupçons, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est encore tout aussi difficile d'approcher les grands collectionneurs. Et Pierre, en fait, je savais qu'il y avait cette collection. C'était au début, dans les années de Turbo, vers 89, 90. Je savais qu'il y avait cette collection. Et j'ai eu le contact avec Pierre par une dame qui était délicieuse, adorable, une sexagénaire qui avait une boutique qui vendait les livres de la collection OPA, rue de Rennes, à Paris. Simone Dahan, je crois. Simone Dahan. Et puis elle m'envoyait des livres pour les montrer à l'antenne pendant les émissions. Donc je me faisais un plaisir de montrer tout ce qui était en sortie récente. Puis un jour je l'ai appelé et je lui dis, écoutez Simone, est-ce que, évidemment je vous voyais, hein, est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec Pierre Bardinon? Ah, mais c'est un ami, il me prend régulièrement des livres, évidemment, bon. Et puis genre elle m'a dit, Pierre est OK, il va vous recevoir au Mas du Clos, à côté d'Aubusson, dans la Creuse. Ce qui était son circuit, je crois, c'est ça? C'était son circuit. Il a été fermé par la préfecture pendant pas mal de temps, là, et il vient de rouvrir apparemment, oui. Il a été mis à des normes de sécurité, comment dirais-je, contemporaines. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Pierre Bardinon, et je dis ça pour mes auditeurs, a été connu pour avoir une collection de Ferrari impressionnante. Ouais, il avait notamment la fameuse F40 LM qui fait les bonheurs sur un des réseaux du net avec Jacques Lafitte au volant. Et c'est marrant parce que j'ai eu sur le podcast aussi Jacques Lafitte. Ouais, et c'est marrant parce que j'ai déjeuné avec lui avant-hier, on s'est retrouvés et on était avec d'autres potes et il me dit, il est arrivé pour le café, il me dit tu
tu leur as parlé de ce qu'on a fait au Mas du Clos avec la F40 LM? Je dis, c'était un des premiers trucs que je leur ai raconté avant que tu arrives, parce que effectivement, c'est mémorable. C'est une bagarre monstrueuse, quoi. Alors en plus de ça, c'est Jacques, quoi. Il a pas de casque, il est en polo Lacoste, il est en chaussures de bateau et hop, il envoie. Oh, c'était magique avec le bruit de cette voiture qui est un danger mortel. Hein. Faut quand même reconnaître que c'est une voiture de course, mais extrême. Et il passe à un moment il y a un petit bois de sapin. Le son monte à travers les arbres, c'est monstrueux, quoi. C'est toute la magie de ces moteurs de ces années-là, quoi. Tu es monté passager avec Jacques? Oui, alors ça, oui. Oui, ça j'ai donné. T'es pas trop fan, je crois, de monter passager. J'ai donné parce que dans les excentricités, il est royal. Bon, c'est un pilote de Formule 1, donc il savait tenir un cerceau, mais ouais. Notamment un jour, on est parti avec une 512 TR Testarossa sur le circuit. Il était prévu qu'on tourne sur le circuit de Dijon, Prenois. Et puis le matin, il avait neigé, mais bien neigé. Hein. Donc on est parti. Alors je te laisse imaginer ce que c'est qu'une Testarossa sur la neige. Et on arrive sur le circuit, évidemment, pas question de tourner. C'était givré, enneigé et tout. Et il demande quand même à pouvoir faire un tour de reconnaissance. Or, le circuit de Dijon, c'est une succession de cuvettes, de montées. Enfin, c'est un truc de virage dans tous les sens. Et là, c'est quand même la première fois où j'ai vu passer une Ferrari par la partie arrière dans les virages. Et il rigolait, hein. Il rigolait, mais il me disait, je suis pas à fond. J'ai dit, heureusement, parce que on va être à fond dans les arbres à un moment ou à un autre. Mais ouais, c'est magique, oui. Ouais. Ça reflète tellement la personnalité de Jacques Lafitte. Ça me fait penser à une autre anecdote que Adeline m'a racontée aussi. Tu vois, une très bonne informatrice par rapport à une Venturi qui aurait pris feu, en fait. Adeline était passagère. Oui. Et elle faisait que lui dire. Et c'était encore Jacques. Ça prend feu. Oui. Non, mais non. Oui, c'est pareil, c'était une Venturi du Trophée GT. Et puis, on tournait à Nogaro. Et il y avait un des collecteurs de turbo qui s'était décroché, et avec la température, l'essence fusait partout et la voiture a commencé à prendre feu, et il continuait quand même. Donc il a fallu se mettre pratiquement devant la voiture pour qu'il s'arrête, oui. Bon, heureusement, elle a pas pris feu complètement. C'est un sacré personnage. On a tourné pas mal d'années, il a tourné pas mal d'années avec nous, et c'était toujours, c'était monsieur excentricité, quoi. Pour une dernière excentricité, elle m'a parlé aussi d'une fois où vous étiez en train de rouler tous les deux, enfin toi dans une voiture, lui dans une autre, souvent une Mercedes, qui roulait que des Mercedes. Et en fait, il a pas fait attention, il aurait tapé à un trottoir. Et sa première action, c'est de dire que qu'il fallait qu'il achète du beurre, je crois. Ouais. Mais ça, on sortait du Mas du Clos et on avait fait un peu la fête avec Pierre Bardinon, parce que Pierre, il adorait les Ferrari, mais il adorait aussi le vin et les bons vins. Et donc, il avait une très belle cave, quoi. Il avait une cave fabuleuse. Et à la fin du tournage, à 17h, il nous a proposé à Jeun d'aller boire un coup au milieu du circuit dans sa cave qui était enterrée au milieu du circuit. Il avait une cave de fou. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai bu du Pétrus à 17h. Et puis, on a quand même, je peux le dire aujourd'hui, allumé la torche. Mais moi, je conduisais pas, hein. Mais effectivement, Jacques était devant nous avec son break Mercedes. Et on est rentré dans Aubusson. Et il s'est fait le premier rond-point où il a carrément, pratiquement éclaté tous les pneus. Et bon, il gare tant bien que mal la voiture sur le trottoir. Et effectivement, il sort en disant, merde, en plus, Florence m'a demandé de rapporter du beurre pour le dîner de ce soir. Et puis, je sais pas, il se passe une minute, on voit un gars qui avait surpris la conversation à la fenêtre, qui descend avec une plaquette de beurre. Il dit, monsieur Lafitte, si ça peut vous éviter en plus de vous faire engueuler par votre femme. Ouais, c'était, ouais. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et le lendemain, il est reparti. Je sais pas où il avait changé les pneus. Il était à fond sur la route. Faut savoir quand même, en Creuse, ce sont des zones, il y a que du gros gibier, quoi. T'as des cerfs de 100 kilos. J'ai mis des sangliers partout. J'ai dit, mais Jacques, arrête, s'il y a un truc qui traverse, on est tous morts, quoi. Et là, il me dit, même sans rigoler, il me dit, t'inquiète pas, ils sont tous prévenus que je vais passer, ils traverseront pas à ce moment-là.
Bah, c'est Jacques Lafitte. Ouais, c'est vraiment un super épisode, je vous conseille d'ailleurs d'écouter. Pour revenir un peu à ton parcours, donc tu commences chez Europe 1 parce que t'as envie de gagner ta vie, t'en as marre en fait d'être dépendant de tes parents, si je comprends bien. Ça, c'est logique. Ouais, À un logique. moment, il faut un peu de fierté, non? Clairement. Tu passes après chez RTL. Oui, en 73, oui. Et là, tu commences à essayer plein de caisses. Pas tout de suite. Je suis rentré, ce que je faisais Europe 1, je coupais de la bande, on appelait ça les monteurs, on était 4 monteurs à RTL. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire des reportages par téléphone. Et puis j'ai été sollicité pour présenter les éditions, la grande matinale. Mais moi, j'étais pas à 8h, j'étais à 5h30, 6h, 6h30. Et pour ça, je me levais à 2h15. Et puis, c'est les circonstances de la vie. Celui qui s'occupait de l'automobile, plutôt rarement d'ailleurs, est mort. Et donc, comme il fallait récupérer quelqu'un pour faire une rubrique auto, ils ont sollicité le service des sports d'RTL pour le faire. Et comme ils étaient tous évidemment très accaparés entre les championnats, le foot et tout, petit à petit, ils m'ont laissé faire le truc. C'est-à-dire que je faisais les éditions du matin, j'allais jusqu'à la conf de rédaction à 9h, et là où les autres allaient se taper un beefsteak et puis aller dormir, moi je prenais ou le train ou l'avion rarement, mais et puis j'allais essayer des voitures un peu partout en France. Je rentrais le soir. Alors je m'attachais en rentrant dans le train ou parfois dans l'avion à écrire mes impressions d'essai. Et puis le matin en arrivant, j'allais m'enregistrer dans la nuit à RTL avant de présenter les journaux. Puis j'arrivais avec ce qu'on appelait le bobino, c'est-à-dire la bande magnétique autour d'une flasque en métal. Puis je disais tiens, j'ai essayé hier la nouvelle Peugeot ça, à mes confrères. Mais j'allais pas me passer tout seul évidemment, moi-même. Et ouais, bah non, écoute, là j'ai pas le temps. Et je me retrouvais avec, j'étais heureux de l'avoir fait, mais je me retrouvais avec mon truc dans la main et ça servait à rien. Ça faisait pas grand-chose, quoi. Et puis, si ce n'est que ça t'a permis quand même de développer un certain sens de la conduite. Ouais. Et puis c'est encore une fois, ce sont les circonstances de la vie parce que il est arrivé le premier choc pétrolier, puis le second, et puis on s'est aperçu que finalement dans la rédaction, il y avait un mec qui connaissait tous les grands patrons de l'automobile, qui avait leur téléphone personnel, qui pouvait les appeler à 23h ou à 7h du matin, c'était moi. Et puis ils m'ont dit mais tu pourrais pas faire un peu la rubrique auto? Alors donc j'ai levé le pied, puis je me suis mis à faire la rubrique auto. Et après j'ai fait la rubrique auto pour RTL Télévision. Ils m'ont demandé, alors ça c'était mémorable, ils m'ont demandé de faire un essai de la nouvelle Peugeot 205. Et je suis parti le long des boucles de la Seine. Et moi, je conduisais comme je conduisais pour la radio, quoi. J'avais jamais fait de télévision, donc je me faisais les virages, les bandes blanches, tout à fond. Et je présente ça au rédacteur en chef d'RTL Télévision à Paris, et il me dit mais vous êtes cinglés, on veut pas passer ça. Mais pourquoi on veut... Non mais attendez, vous vous rendez compte, vous franchissez les lignes blanches, vous roulez trop vite. Moi, j'en veux pas. Mais j'ai dit, mais si je le refais, vous le refaites, mais vous le refaites comme il convient. Donc je l'ai refait le lendemain. Alors là, j'étais pépère, je tournais, je mettais la flèche et tout, enfin les clignotants. Puis voilà, puis petit à petit, c'est monté comme ça. Donc là, t'as quoi, entre 25 et 30 ans, jusqu'à la naissance de M6? Alors, RTL Télévision, ouais, et puis à la naissance d'M6, il y a eu des glissements de quelques personnes d'RTL Télévision pour démarrer M6 en 87, le 1er mars 87. Et il y avait dans la grille de programmation qui avait été présentée je crois que c'était la CNIL à l'époque, il y a eu ce qui est toujours maintenant c'est devenu l'Arcom, mais il y avait dans le cahier de programmation, il y avait une émission tout moteur, que ça soit bateau, auto, moto, voilà, qui s'appelait Turbo. Moi, j'ai jamais trouvé le nom. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, et c'est pas moi qui suis venu avec le projet d'avoir une émission mécanique à l'antenne. C'était déjà programmé. Mais tu veux dire que t'as récupéré le bébé, en fait. On m'a demandé d'en assurer la présentation et la programmation. Et donc
Turbo est né le 1er mars 87. Pardon, M6 est né le 1er mars 87 et Turbo est arrivé à l'antenne le 7 mars 87, c'est-à-dire le tout premier samedi. On était diffusé le samedi soir. Juste pour expliquer pour les plus jeunes d'entre nous, en tout cas dans mes auditeurs, c'est que en 87, M6, c'est une trentaine de personnes. C'est pas du tout la chaîne qu'on connaît maintenant. Oui, on était une trentaine. Mais non, mais c'était dingue. Est-ce qu'on refaisait le monde dans des salles de réunion? Alors tout le monde fumait. T'avais les yeux comme des soucoupes à la fin de la nuit parce que ça travaillait. Et puis voilà, on échangeait les idées. Oui, on était une trentaine. Je crois que maintenant dans le groupe M6 RTL, on doit être plus de 2000 à peu près. C'est quoi un peu les débuts de Turbo? Donc tu te retrouves avec Adeline. Est-ce que Adeline a intervenu à ce moment-là? Non, Adeline est arrivée un petit peu plus tard. Adeline Roseau, elle est arrivée un petit peu plus tard. Tu l'avais rencontrée à RTL, c'est ça? Je l'avais connue à RTL, oui. Et moi, j'ai démarré l'émission. On était 3. Il y avait une assistante, Sylvie Delettre, et puis il y avait un journaliste avec moi, Éric Gendry. Et puis petit à petit, on a étoffé, mais c'était de bric et de broc. Hein. Moi, j'avais un réalisateur qui. Alors, je terminais l'émission avec des clips de combat aérien. Il y avait des avions, il y avait des bateaux. J'ai toujours dit, on a échappé aux tondeuses à gazon, mais c'était tout comme. Et en fait, il devait me fourguer. Je sais pas ce que le terme convient bien. Il devait me fourguer des trucs qu'on lui avait donnés et il me les revendait. Enfin, il les revendait à la chaîne. Mais c'était bien. Donc, on a eu les Mirage 2000 et tout, avec des combats. Non, c'était sympa. Puis c'était une époque où l'émission était encore en studio. Tu ne faisais pas les un an et voyages. demi. Je suis resté 1 an et demi en studio, oui. Dans les locaux, à l'époque, on était hébergé par RTL au 22 rue Bayard, oui. Et comment s'est fait la transition? Parce que tu m'expliquais que, bon, maintenant, Turbo, c'est, en tout cas dans l'esprit des gens, c'est une émission qui est en place, puisque ça fait 35 ans. Mais qu'en fait, vous avez toujours été plus ou moins sur la sellette, et qu'il fallait toujours se renouveler, jusqu'à un moment où je crois que c'est en 94, donc c'est peut-être à ce moment-là que tu fais la transition avec le voyage, où tu as eu un appel, en tout cas une discussion avec le président de M6, qui t'a dit plus ou moins, faut renouveler, sinon ça disparaît, Turbo. Bon, Nicolas Taverneau, puisque c'est lui dont il s'agit, il fait pas dans la demi-mesure. Hein. Quand il prend une décision, c'est sans appel. Hein. Sauf que là, moi, j'ai fait appel. J'ai demandé qu'on puisse surseoir à la sentence. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Et à ce moment-là, est arrivé Pierre Quatrefages avec des idées superbes. Que je salue, qui m'a donné pas mal d'infos aussi. Oui. Ah bah oui, c'est un vieux de la vieille avec moi. Partager plein d'émotions, de passions et parfois d'ailleurs de déboires. Bon, mais ça fait partie du jeu. Mais on a redémarré. Moi, je crois qu'on s'est arrêté 1 mois. Il fallait pas que ça s'arrête de trop longtemps parce que c'était là préjudiciable. On allait mourir d'oubli, quoi. Et c'est reparti en flèche, quoi. Alors, pour répondre à une de tes remarques tout à l'heure, moi je suis resté 1 an et demi en studio et on a commencé à sortir l'émission vers 89 à peu près, oui. 89 à travers le monde avec des voyages invraisemblables. Mais à ce moment-là, t'as encore ce contraste de te dire que, tu me racontais ça en rigolant, quand tu allais dans les campagnes et que tu parlais de M6, les gens étaient encore un peu... Oui, oui, parce que alors ça c'est un des c'est un maître parmi les nombreux actifs et réussites de Nicolas de Taverneau, c'est que plutôt que de mettre un pognon insensé dans les programmes que personne a priori tout le monde ne voyait pas, parce que M6 c'est Métropole Télévision, c'était une télévision de ville à l'origine, c'était destiné aux grandes agglomérations, plutôt que de dépenser comme ça l'argent des actionnaires. Jean Drucker, qui était le président d'M6, disait on fait la chaîne la plus pauvre avec l'actionnariat le plus riche. C'était pas faux. Mais bon, on a toujours eu, Nicolas a toujours eu l'esprit de voilà, l'argent c'est l'argent, on y fait attention. Et encore une fois, il a comme ça quand il a gagné la guerre. Mais on arrivait effectivement ça a duré. Oui, entre 4 et 5 ans, on arrivait sur vous êtes qui? Vous êtes une équipe de télévision? Alors, vous voyez marqué M6 sur les caméras. Ah oui, M6. Alors, à l'époque, c'était des boutons, tu sais, sur les télévisions. Ah, dit, quand j'appuie sur le bouton le 6, j'ai de la neige. Ah oui, d'accord.
Ah, mais vous faites vraiment de la télévision? Ah, ben non, mais on n'est pas là pour rigoler, quoi. Voilà. Et puis petit à petit, Nicolas, encore une fois, plutôt que de mettre de l'argent de façon inconséquente dans les programmes, il a conclu des accords avec les antennistes, avec les installateurs. C'est comme ça qu'avec les paraboles et les satellites, petit à petit, la chaîne a été reçue de plus en plus. Et après, on était identifiés. Ça a valu d'ailleurs quelques rigolades dans la maison d'en face, qui a failli faire partie d'un groupe, comment dirais-je, une entité de télévision en France, TF1 M6. C'est que quand on voyait les gens d'Automoto TF1 sur le terrain, on leur disait c'est M6, c'est Turbo. Donc ça me revenait aux oreilles, je rigolais. Que, voilà, la notoriété est montée petit à petit avec le talent des uns et des autres, et puis la passion qu'on a toujours, et puis je parle beaucoup, je suis désolé, mais bon. Mais tu sais que c'est un peu le but finalement. Mais en fait, je suis en train de me faire la réflexion que est-ce que finalement aussi le fait que, si je dis pas de bêtises, M6 au début était un peu une chaîne qui était dans le viseur, je crois, sous Mitterrand, qui avait pas forcément les grâces de... Non, parce que il y avait effectivement une ministre de la Culture du gouvernement Mitterrand qui clamait haut et fort qu'il y avait une chaîne de trop. En tout cas, il y avait une chaîne qui servait à rien, parce que les jeunes voulaient, ils voulaient reproduire Feu la 5 ou Feu la 6, c'est-à-dire une chaîne de clips, quoi, avec de la musique. Les jeunes, ils ont envie de musique, ils ont envie de voir des clips, ils ont envie de voir des chanteurs, patati patata, et pas une chaîne avec La Petite Maison dans la Prairie, des séries américaines rincées, super rincées, erreur rincées, voilà. Et effectivement, ça a été, on le dit souvent, enfin, quand on échange avec Nicolas, on dit qu'on a été souvent quand même sous le couperet de la guillotine, parce que il a fallu quand même de nombreuses années pour que, on identifie la chaîne, et deux, que on nous laisse grandir, quoi. Et il y a eu ce fameux slogan M6, la petite chaîne qui monte, quoi. Voilà, et elle a gagné en puissance, tant au niveau de la réception hertzienne, que par la qualité des programmes qui petit à petit s'est installée, et la fidélisation. Moi, ils m'ont foutu une paire royale, quoi. Ils avaient d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à on a regardé cette émission là, c'est quoi moi, ils m'ont jamais emmerdé, quoi. Ça a toujours été, sauf effectivement où il y a eu une baisse de forme. Je reviens à ta remarque initiale. Je crois que c'était en 95. Je saurais plus le situer, puis c'est un mauvais souvenir. Mais quoique, et où effectivement il y a une baisse de forme de l'émission, et dans ces cas-là, ça vient de la régie publicitaire qui dit on n'arrive plus à vendre Turbo parce que les annonceurs s'en désintéressent. Et Nicolas a dit bon, allez hop, on arrête. Mais tu dis un mauvais souvenir, mais finalement ça a été un peu un renouveau aussi. Oui, mais moi j'ai eu un sursis, et puis ça a été profitable, quoi. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est une de mes gloires, hein, parce que je suis tout sauf vaniteux, parce que je le dois à tellement d'éléments, cette pérennité de l'émission, 36 ans. Je suis aujourd'hui le seul journaliste présentateur en France d'une émission à la tête depuis tant d'années de son émission, quoi. Je suis recordman, dinosauresque. Même Drucker est pas au niveau, je crois. Il est plus journaliste. Oui. Il n'est pas journaliste, et puis il était pas journaliste, ouais. Et puis il fait pas une émission d'information. Moi, je suis quand même lié à l'information. Je suis rattaché au divertissement information. À travers Turbo, t'as rencontré plein de personnalités, pour ainsi dire presque tout le monde. Beaucoup, oui. Je crois que t'as une espèce d'une salle où tu mets un peu les portraits de ces gens-là, c'est ça? Un cadre? Oui, c'est mes potes, ils appellent ça le Hall of Fame. Oui, c'est ça. Oui, j'ai des photos avec dédicacées, parce que je veux toujours que ça soit dédicacé, pour qu'ils me rappellent. Oui. Ah oui, j'ai des. Ouais. Il y a plein de personnes, je pense, qui t'ont marqué. Moi, tu m'avais parlé d'une personne, un tournage avec Gérard Depardieu. Oui, alors là, même en mettant le carré blanc, je peux pas dire tout ce qui s'est passé. Oui, je veux tout. Voilà, parce qu'avec Gérard, c'était phénoménal, ouais. Fidèle à l'image qu'on peut s'en faire, quoi. Ouais, il était ambassadeur BMW à l'époque,
Et on est arrivé avec une série 7. Et c'était grandiose. Grandiose. Moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière, oui. J'imagine qu'il devait y avoir un peu de viande dans l'histoire. Ouais, il y a eu le fameux... il avait fait il avait fait un roast beef de blonde d'Aquitaine. Et on tournait pendant ce temps-là. Et mais il avait fait un truc pour un régiment, quoi. Je me demande s'il avait pas acheté toute la vache et qu'elle cuisait sur la cuisinière. Et oui, c'était à la fin du tournage et il était torse nu. Il me dit et il me dit j'ai trop chaud. Je dis non mais attends, t'es déjà torse nu en turbo et tout. Ah mais je m'en fous, je suis chez moi. Je dis ça, je peux pas te contester que t'es chez toi, mais tu vois, moi je peux pas. Il fait chaud, alors tu penses avec la chaleur de la cuisinière et tout. Et puis il me dit je vais me foutre à poil. Ah non, là c'est pas possible. Non, tu vas pas te mettre à poil. Alors si on m'avait dit qu'un jour je verrais Gérard Depardieu torse nu dans sa cuisine en train de découper une blonde d'Aquitaine, je me serais dit c'est pas possible. Eh ben si. Elle est magnifique. Elle est très belle. Elle est magnifique. Elle est bien feignante, elle est tout ce qu'il faut. Fais voir le machin là, amène. Et tout le monde contribue. Tiens, ça, jaune là. Voilà. Excusez-moi, chef. Excusez-moi. Oui, chef. Voilà. Oui, chef. Non. T'es paisible, décontracté du sphincter. Et tu banderas quand t'auras envie de bander. Bon, on va s'arrêter là. Tu veux voir le salut-moi ton cul. Attends. Il m'en a voulu, hein. Il m'en a voulu, ouais. Il s'est pas mis à poil, mais il m'en a voulu, ouais. Mais on est passé par des... Ça devait être exceptionnel comme scène. Ouais, et alors je l'ai revu un jour je sais pas où il allait, on s'est revu à Roissy, et il me voit, oh mon dodo! Il était à 100 mètres, quoi. Les gens, alors on l'avait reconnu, puis ils regardaient, c'est qui le dodo? Et puis donc je vais à sa rencontre, et je dis, ça me ferait plaisir. Ouais, quand tu veux, mon dodo. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de le revoir, mais c'était extraordinaire. Parmi ces 36 ans maintenant de Turbo, t'as plein de souvenirs, donc on pourra pas tous les citer, c'est impossible. Mais tu m'as raconté, je crois que c'est dans les premières années, peut-être dans les 3 premières années, dans les années 90, un voyage en Argentine. Ouais. Où t'as rencontré un personnage juste exceptionnel. Oui, c'était à l'époque où on se lançait des idées à la fin des repas avec les constructeurs, déjeuner avec un attaché de presse, avec un directeur de com, et puis on échangeait, on parlait de la pluie et du beau temps, enfin on parlait du boulot et des voitures évidemment, des voitures à venir. Puis à la fin, on se lançait des idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis notamment à la fin d'un déjeuner avec les responsables de presse de Renault, je dis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'original? Puis je sais pas pourquoi il me passe par la tête, où est votre concession la plus éloignée de Billancourt? On va regarder, on te rappelle dans l'après-midi. Authentique, hein. On se sépare, il me rappelle dans l'après-midi, Patagonie, Terre de Feu, Ushuaia. On y vend encore les Fuego fabriqués en Argentine. Puis on peut imaginer faire une émission là-bas. On va poser la question. Je me rappelle 1 heure après, banco, c'est fait. Mais on va te demander quelque chose. Le concessionnaire à Buenos Aires, il est très très ami avec Juan Manuel Fangio. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, attendez, me posez la question. Même pas besoin de poser la question. Et donc on est allé en Argentine et on a tourné à Ushuaia. Et puis en remontant, on s'est arrêté à Balcarce, qui était la ville de Fangio, et j'ai tourné une émission avec Fangio chez lui et sur un circuit. Alors il conduisait pas parce que c'était peu de temps avant, 4-5 ans avant sa mort, oui. Je crois qu'il est mort en 94. Je sais parce que je suis né en 94 et ça m'a... écoute, ça devait être en 90 ou 91 le tournage à peu près, oui. Et je suis parti là-bas avec un livre qui était sorti chez EPA, qui venait de sortir, Fangio tout simplement. Et il me l'a dédicacé et j'ai des photos dans mon fameux Hall of Fame où on le voit en train de montrer des photos dans le livre. Ah ouais, c'était un grand moment.
un personnage délicieux, adorable. Moi, je parlais pas espagnol, mais et je le parle toujours pas d'ailleurs. Qui traduisait, c'était une gentillesse et tout. Quelqu'un de très simple finalement, quoi. Oui, complètement. Aux antipodes de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la compétition automobile, là où il faut passer non seulement par les attachés de presse, mais bientôt par les avocats pour accéder à un pilote de Formule 1, quoi. Je suis en plein dedans en ce moment, tu vois, pour le podcast, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, ouais. Très compliqué. Ouais. Et Fangio, donc je dis ça pour les plus jeunes d'entre mes auditeurs, il est considéré comme l'un des plus grands pilotes. C'est incontestablement le plus grand pilote de tous les temps, oui. Ouais. Et finalement, quelqu'un de très simple, dans une maison plutôt plus ou moins modeste. Oui, complètement. Oui, on était dans son jardinet, là, tranquille. Ouais. Ça va être un moment incroyable. Ouais, puis j'y suis retourné 2-3 fois après, et la dernière en date avec Florent Pagny, parce qu'il voulait connaître le musée. Pourtant, il vit en Argentine fréquemment, et il voulait connaître le musée, donc on est allé à Balcarce. Alors, ça a donné lieu, c'était drôle. D'ailleurs, on l'a mis dans l'émission parce que il a possédé des Ferrari, évidemment, des Mercedes. Il y a des Mercedes, évidemment, parce que Fangio était concessionnaire Mercedes. Et on passait devant, alors je crois que c'était une Papillon, et il me dit, ah bah tiens, celle-là je l'ai eu, et puis on passait en contre-champ le clip Vous n'aurez pas ma liberté de penser, où on voit les bidets tout sortir du château, et on a vécu ça avec des contractions avec Florent, c'était marrant, et parce qu'effectivement il retrouvait quelques-unes de ses anciennes voitures de collection, pas celle-là précisément, mais celle qu'il avait possédée. Dans les souvenirs un peu la même époque, je crois que tu as eu l'occasion de tourner avec Alain Prost et sa fameuse Renault Espace. Ah oui, F1. ça c'était un truc de fou, ça. Déjà, le concept est incroyable. Ça n'a aucun sens, ça serait Ouais, c'est une voiture unique au monde, dans laquelle ils avaient greffé le V10 Williams, de la Williams, puisqu'ils motorisaient l'écurie Williams. Et ils avaient organisé au Castellet 24 heures de démonstration avec la presse internationale. Donc les gars montaient les uns après les autres dans ce truc surréaliste, quoi, l'espace F1. Et puis je suis passé le dernier. Et quand je suis monté, Alain m'a dit j'ai gardé suffisamment de réserve pour que tu regrettes ce que tu vas vivre. Si le volant est camionnesque, la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne, s'il y en avait une, d'un avion de chasse. Au freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace F1 est presque scotché sur place. 80 mètres seulement pour dégringoler de 300 à 70 km/h. Et c'était fabuleux. Et ça serait invivable maintenant, parce que je crois il y a une procédure de lancement de cette voiture. Il faut 4 ou 5 ingénieurs, il y en a plusieurs. C'était un moteur de Formule 1. Hein. Tu imagines pas autrement, c'est pas en mettant clé contact et hop, on part. Hein. Non, mais c'était, il avalait les virages et tout. Et à chaque fois que je le revois, il m'en reparle. Il me dit, tu sais quand même qu'on a frôlé la catastrophe. Hein. Je dis, bah oui. Il dit, parce qu'avec le centre de gravité tellement haut, qu'on pouvait se foutre en l'air dans tous les virages. Enfin bon, après, moi, avec tous les pilotes avec lesquels je suis monté, les plus grands du monde, hein, en rallye, en endurance et tout, t'as une confiance absolue. Tu te dis, ça peut pas m'arriver. Et pourtant, il y a des fois, waouh, tu risques la correctionnelle. Hein. Franchement, les Ragnotti, les Loeb, Vatanen, entre autres. C'est insensé, quoi. Moi, j'ai toujours dit, quand t'es pilote de course, ou t'as une case en moins, ou t'as une case en plus. Après, on adapte. Mais je pense que dans l'oubli de la survie, ils ont une case en moins. Par rapport à tout le monde, ils ont 100 cases en plus, quoi. Parmi toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, est-ce que tu as peut-être un regret d'une personne que tu as pu rencontrer mais avec qui tu n'as pas enregistré une émission? Il y en a plusieurs. Johnny, j'aurais bien aimé faire quelque chose avec Johnny, notamment aux États-Unis. Mais évidemment, ça s'est jamais fait. Christophe, qui était un vrai passionné, et c'est fou d'ailleurs parce que quelques temps avant sa mort, là,
Audi a organisé une soirée avec la nouvelle A8, et il était un peu l'ambassadeur. Et c'est Déborah Grunwald qui bosse à Turbo qui est allée l'interviewer dans la voiture. Oui, il y en a plein d'autres, hein. J'ai pas tous les noms en tête, mais il y a des gens que je charcute régulièrement. J'ai appris au fil des années à être pote avec Guillaume Canet. J'aimerais bien avoir Guillaume dans l'émission. C'est un fou de motocross. Je savais pas du tout. Ok. Fou de motocross. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Oui, j'aime bien les gens du showbiz. Alors, je les approche, ils sont pas toujours disponibles. Et puis, tu sais, je te l'apprends pas. Là, vous êtes installés tous les deux. Il a fallu un certain temps. Quand ils te disent oui, tu dis attendez, vous êtes gentil, mais c'est pas 1 heure. Hein. Moi, il me faut une journée. Hein. Ok, non, une journée. Et puis, faut pas être au téléphone toutes les 2 minutes. C'est compliqué de le faire accepter au début. Donc, au début, tu minimises un petit peu le truc, et puis au final, à la fin. Non, mais il faut jouer carte sur table. Ouais. Yann, il faut jouer carte sur table. Vous êtes disponible, vous l'êtes pas. Si vous n'êtes pas disponible, on pourra rien faire. On fera rien, quoi. Parce que moi, je peux pas travailler comme ça en vous appelant parce que vous êtes au téléphone et puis qu'il y a la séquence qui se tourne. C'est pas. Puis ça vient aussi du fait, est-ce que la personne a vraiment envie de le faire? Si elle a vraiment envie de le faire, tu sais, c'est comme on dit, si tu veux trouver du temps, tu le trouves toujours, même si t'as un emploi du temps de malade. Alors, tu connais le fonctionnement de tous ces gens-là, ils ont quelque chose à vendre, ils acceptent. S'ils sont intéressés par l'automobile. Moi, il y en a qui m'ont carrément dit, moi, l'auto, ça me passionne pas, bon, j'ai une voiture, mais s'ils ont un truc à vendre, une sortie de film programmée, banco. S'ils ont rien à vendre, ils se mettent en plongée, en immersion totale, la marmotte en plein hivernage. Voilà. Et là, tu les sors pas d'où ils sont. Sauf à être vraiment passionné. Je pense à un exemple que Pierre m'a balancé. C'est Joey Star. Je crois qu'il était comme un gosse quand il t'a vu. Oui, alors Joey Star, là c'est pareil, tu l'approches avec respect, mais avec un peu de recul, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mais c'est comme Depardieu, il y a un moment, ce genre de personnages, ils ont une telle personnalité. Il y a ce côté un peu imprévisible, tu veux dire? Ah bah oui, mais moi j'ai démarré, je peux pas faire référence à ce qu'il a dit à ce moment-là, quand j'ai démarré l'émission avec Gérard dans son château de Targé. Je me suis dit 2 fois je vais faire le début parce que ça partait en cacahuète, mais en cacahuète totale, quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible. Mais au bout de 15 secondes, Gérard, on peut pas dire ça à l'antenne. Et à un moment il me dit bon, je peux rien dire dans ton émission. Alors je lui dis mais si, mais bon, pas ce que t'es en train de dire par 2 fois, quoi, citant des noms et tout. Et je me suis dit bon, de 2 choses l'une, où il me dit casse-toi, tu m'emmerdes, j'ai rien à foutre avec toi, ou il accepte. 3e fois, c'était bon. Mais voilà, et Joey Star, c'était pareil. Oui, on était je sais pas, c'était une Aston ou une Jaguar, une Aston. On était dans les Halles, là, où il habitait, je sais pas. Peut-être encore. Et pareil, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer? C'est bon. Puis après, ils jouent le jeu, ils y prennent du plaisir, ils sont contents de le faire. Ouais. Je crois que tu avais même appris par la suite qu'il avait plus de permis au moment où il conduisait. Ouais, c'est possible, oui. Oui, c'est possible, oui. Et il avait conduit plus ou moins, il a un bon coup de volant, je crois. Enfin, d'ailleurs, il est connu. Oui. La dernière connerie en date que j'ai faite, c'était avec GMK. Exact, avec la RS6 Apt. Apt, oui. Ah bah oui, ça a fait beaucoup marrer mon fils. J'imagine, ouais. Qui m'a dit, tous mes copains me racontent quand t'es avec GMK. J'ai dit, ouais, t'as raison, oui. Pas glorieux. Vous avez dû prendre quelques vitesses un peu inavouables. Inavouables. Au milieu du trafic, inavouable. Puis toi qui aimes pas trop être passager, ça a pas dû être... Ah non, mais le problème, c'est qu'après, c'est moi qui l'ai emmené en enfer. Puisque le principe, c'est je t'emmène en enfer, tu m'emmènes en enfer. Ah, ouais, mais là, c'était plutôt je t'emmène en tôle sans le permis, quoi. Ouais, mais bon. Et il m'a scotché. Je l'ai revu là à Monaco récemment. Et il m'a scotché parce qu'il a fait venir, il a invité le prince. C'était avant le Grand Prix là, pour la grande expo de voitures, d'hypercars, de yachts et tout. Il l'a emmené. Le circuit était aménagé déjà pour. C'était
la semaine avant le Grand Prix, avant les essais. Et il l'a amené dans sa voiture. Alors, c'est le prince qui conduisait. Hein. Je pense qu'il a pas pris le risque. Mais je suis chapeau parce que moi, plusieurs fois, je l'ai interviewé le prince Albert. Et là, je dis bah bravo. Il a osé quoi. Il m'a grillé, ouais. Mais moi, je sais reconnaître et mes erreurs et mes lacunes, hein, ça. Et je reviens à ce que tu disais à ce propos d'ailleurs, parce que je pense que c'est l'humilité qui doit prévaloir quand on fait une émission de télévision. J'ai toujours dit, on n'est pas enfermé dans une bulle. On doit être à l'écoute, prendre le pouls des gens vers lesquels tu t'adresses, quoi. Pas être élitiste. Partage, proximité, passion. Tu mets ça dans tous les ordres que tu veux, mais partage et proximité. La proximité, c'est pas être dans une bulle en se disant moi j'essaie que des bagnoles que vous achèterez jamais, patati patata. Et t'en as essayé combien des bagnoles? Plus de 3000 peut-être? Oh, au moins 3000, oui. Maintenant, j'ai passé l'âge de je délègue. Les gens ils me disent je vois sur les réseaux quand je les lis il a les jetons, mais non, pour les jetons, plus rien à prouver. M'en fous. Je préfère alors des fois la direction on dit quand même t'es le présentateur de Turbo, t'es la carte d'identité de Turbo, tu te mets au volant. Alors bon, je me mets au volant, voilà, bon. Mais je termine là-dessus. L'émission, elle est jamais figée. Moi, j'ai toujours considéré que il fallait chaque fois se remettre en cause. Et c'est pas un 20 mots, quoi. C'est vraiment se dire qu'est-ce que je retire de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et s'il y a un vacillement, tu sais, chez nous, enfin, dans le domaine de la télévision de diffusion comme ça, t'as des clignotants à l'orange, tu vois. Ah, tu dis, clignotants à l'orange, m'en fous, ça leur a pas plu une semaine, ils reviendront la semaine suivante. Pas toujours. Puis petit à petit, l'orange, il devient rouge. Et là, t'es piégé, quoi. Tu dis, merde, j'ai raté quelque chose, il y a eu... j'ai pas été assez à l'écoute, pas assez attentif à ce qu'on diffuse. Est-ce qu'on n'a pas exagéré là-dessus ou pas, au contraire, minorer autre chose? Voilà. Donc il faut que tu restes au contact aussi de ce qui se fait maintenant, donc la jeunesse, pour sentir le vent qui évolue un petit peu. C'est pas facile. Ouais, j'imagine. Pas facile parce que t'as la voiture électrique et qui prédomine. Avant, c'était une fois de temps en temps. Maintenant, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Avec parfois 2-3 essais ou 2-3 présentations hybrides rechargeables ou 100% électriques. Alors t'as les réfractaires qui te disent mais attendez, vous faites chier, je parle vulgairement mais c'est ça, c'est merdez, vous faites chier avec vos bagnoles à pile. Et puis t'as les autres qui te disent vous êtes des conducteurs du XXe siècle, arrêtez avec vos 12 cylindres, c'est fini, vous avez conscience que la planète est en perdition, que on peut pas s'acheter ces voitures-là. Il faut, j'ai toujours dit, c'est de l'homéopathie Turbo. Turbo et les autres émissions, mais Turbo en particulier, puisque moi je juge ce que je fais chaque semaine, c'est de l'homéopathie, c'est savoir doser, quoi. Et ça, c'est le plus difficile qui soit à réaliser. C'est-à-dire, pas heurter certaines personnes, contenter d'autres. Finalement, je dirais être tout public, quoi. Mmh. Voilà. Et je pense que ce qui a fait aussi le succès de Turbo, c'est que même si tu es passionné d'automobile, tu es aussi passionné de voyage et de plein d'autres choses. Et ça se ressent, je trouve, dans la manière, dans l'édito. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui est pas forcément fond mordu d'auto peut m'aimer Turbo. Oui, bon, je pense que je suis responsable positivement de tout ça aussi. Il faut une incarnation dans la... On peut faire du Turbo en enchaînant les sujets avec des clips, mais je pense que les gens moi c'est plus mon problème et puis ça l'a jamais été et puis on me laissera pas, on me demandera pas mon avis, mais moi arrêtant l'émission, je sais pas ce que ça peut devenir derrière. Faut certainement où ils ont résolu le problème, mais ils me le disent pas, ce qui est normal. On pourra me dire bon voilà, on t'a trouvé ton remplaçant, il arrive dans 3 mois, dans 6 mois, bon. Parce que tu incarnes trop l'émission presque. Ouais, parce que je me suis tellement investi dans l'émission que du coup, tous ceux qui travaillent avec moi, ils s'investissent à bloc, quoi. Ils vivent
ils incarnent l'émission à côté de moi, quoi. C'est, on les identifie, c'est des Chapat bis ou ou Chapat et bis de ces mecs-là, quoi. Tu vois, d'abord, ils ont un talent fou, et puis ils ont une passion débordante, quoi. Et ça, c'est l'essentiel. C'est toujours dit, mais le jour où vous arrêterez, pourquoi? Je veux dire, déjà, la première chose, c'est j'y croirai plus, ça se sentira, quoi. Ou alors, je me regarde dans la glace en me disant, mais attends, tu fais un numéro, là. Tu dupes personne. C'est pas possible, quoi. Et 36 ans après, c'est fatal que, effectivement, les gens, Chapat, Turbo, et puis les autres. Parce que il y a des super talents dans l'émission. Super talents. Je pense que ça vient aussi même du fait de la manière dont tu as construit l'émission. Parce que tu m'expliquais que rien n'était réellement scripté. C'est-à-dire que tu le préparais, je crois, en te rasant le matin, c'est ça? Enfin, tu prépares dans ta tête un peu? Image. Ouais, moi, j'ai toujours cherché à ce que comme là, avec toi, j'ai toujours cherché à ce que l'échange soit naturel, quoi. Est-ce que, comment je présente la chose, comment je mets en appétit les gens, quoi. Parce que le problème, c'est de les attraper dès le départ et de pas les lâcher. Après, ça, c'est la composition de l'émission. Moi, c'est plus de mon ressort, je m'en occupe plus de ça. Mais en même temps, des fois, je dis, attendez, là, moi, ça me convient pas. Bon. Mais il faut savoir quand même aussi dialoguer, même si c'est artificiel. Ils te répondent pas, mais comment tu les captes, quoi? Comment tu les captes? J'ai une formule, je dis toujours, moi, je suis de temps en temps pêcheur à la ligne. Si tu mets un asticot moribond au bout d'un hameçon, les poissons, ils vont passer. Ce qu'il faut, c'est que l'asticot, il bouge bien, quoi. Et il donne envie de manger aux poissons. Qu'est-ce qu'on recherche? D'arriver avec un public à temps et le mieux possible, d'avoir un public qui ne fait que s'amplifier tout au long de l'émission. Et pour ça, il faut prendre le pouls de la population. Faut le sentir, quoi. Et des fois, oui, je me rase plus. Mais des fois, en me levant, je me dis, tiens, comment je pourrais démarrer l'émission? Qu'est-ce que je pourrais faire qui va... Alors maintenant, je les appelle les amis. Salut les amis, parce que c'est des amis, quoi. Il y a une relation qui n'est plus Chapat à téléspectateurs. On partage, on échange. C'est passionnant à faire. Je dis ça parce que je pense même aux 35 ans de Turbo. Vous avez fêté avec une émission spéciale et où tu t'es mis un peu dans une zone, j'ai envie de dire, un peu non confortable parce que tu allais faire l'émission avec Karim Benzema, footballeur. J'imagine qu'au début, tu devais un peu, pas appréhender, mais te dire comment ça va se passer. C'est pas que j'appréhendais, c'est que je voulais pas la faire. D'accord, ok. Je voulais pas la faire. Et bon, après, j'ai battu ma coulpe, hein. Mais je me suis dit, moi, j'aime bien regarder des très beaux matchs de foot, mais j'y connais rien, quoi. Voilà. Oui, c'est faiblesse, c'est lacune. Donc, je dis, mais je vais aller au casse-pipe, quoi. Et puis, je suis arrivé devant lui, et voilà, style, moi, je suis Dominique Chapat, et il me connaissait parce que je sais qu'il regarde l'émission, et puis bon, c'est un vrai dingue de bagnole. Il a une sacrée collection, hein. Mais en même temps, il en a rien à foutre de moi. Il répond à tellement d'interviews, de sollicitations. Et puis c'est venu. Et puis quand on était en voiture, je savais ce que j'allais évoquer avec lui, quoi. Sa jeunesse, ses enfants. Tout s'est fait avec beaucoup de pudeur, hein. Il m'a pas déballé tout ce qui fait, tout ce qui est sa vie quotidienne. On n'a pas parlé de sa femme et tout. On n'est pas allé chez lui. Mais il y avait une complicité. Il était content. Alors à tel point, ça c'est vrai, que on avait loué le circuit à côté de Madrid, qui est un ancien circuit de Formule 1. Et le circuit il fermait à une certaine heure et ils sont venus nous demander d'arrêter. Mais lui, il tournait comme un dingue avec la McLaren et tout. Il était heureux comme un fou, hein. Ah oui. Et à un moment, je lui dis, il me dit, t'as essayé quoi récemment? Je lui dis, écoute, on était avec la nouvelle Pagani Huayra, enfin, une nouvelle version. Il dit, ah bon, c'est quoi ça? Je lui dis, paladi patata. Il me dit, ça vaut combien? Je lui dis, se balade, 3, 4, 5 millions, ça dépend. Et tout un chacun t'aurait dit, oh là là. Mais là, il me dit, je vais regarder ce que c'est. Je dis, ok, d'accord. Autre monde, quoi.
autre monde. T'as fait combien d'émissions? T'as une idée un peu depuis le début? Peut-être plus de 1500? Je pense que j'ai dépassé 1600, oui. Et donc, si tu veux, ça te donne une... humblement, je dirais, un chef, s'il sait faire la cuisine, tu lui donnes tomates, thon, œufs, il va te faire un truc. Il va pas te faire une salade de tomates avec du thon et des œufs. Moi, je m'adapte. Je suis arrivé des fois dans des situations où je me dis, mais aïe, 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 mais est-ce qu'on m'a préparé l'émission? Gars qui, ça m'est arrivé un jour en Corse. C'est Adeline qui avait trouvé un g'a. C'était un peu Adeline l'élément caché qui facilitait les rencontres. Elle a été ma complice. Elle m'a supporté maintes et maintes fois. Elle est arrivée un peu moins de 2 ans après le début de l'émission. Et là, elle a été stoppée par la chaîne il y a l'année dernière, il y a un an, oui. Ouais. Et donc elle préparait les émissions. On les prépare ensemble. Mais quand je suis arrivé chez ce gars en Corse, alors qu'il lui avait vendu, il avait une collection d'objets automobiles. Voilà, là où on est chez Estampes modernes et sportives, dans le Paris 9e, là il y a de tout. Là il y a des références, il y a des références de comment dirais-je, automobiles, de collection automobile. Le gars, il avait sur une étagère, il avait déjà un garage en parpaing. Ok, il y avait 2 voitures dedans, une improbable et l'autre sur des cales. Et l'improbable, c'était une Alfa avec la capote crevée. Et la collection, c'était une dizaine de bidons d'huile. Donc, comme le téléphone ne passait pas, j'ai pas pu engueuler Adeline en lui disant « Mais qu'est-ce que tu m'as trouvé là? Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et comble, il tombait des cordes. Et je dis au gars « Bon, celle-là, elle ne peut pas démarrer puisqu'elle est sur cale. Et l'autre, là, elle a la capote crevée. » Je dis, on s'en fout. Si vous roulez vite, l'eau rentrera pas dedans. Et on a roulé pendant une demi-heure. L'eau pissait dans la voiture. Et le gars, il me disait, mais quand est-ce qu'on rentre? Je lui dis, mais attendez, c'est super. Parlez-moi de votre voiture et tout. Je pense qu'il m'en veut encore. Mais voilà, tu t'adaptes. Tu sais que ça me fait penser à une anecdote que Safet Rastoder m'a expliqué aussi, que je l'ai eu aussi au téléphone. Et qui m'a raconté que vous étiez parti en Irlande. Ah, oui. Soi-disant pour rencontrer, en tout cas partir à la découverte d'un super musée automobile. Ah oui. Et que ça a été le fou rire général, enfin en tout cas entre vous deux. Oui, parce que en plus de ça, il était indiqué ce musée automobile, mais avec des panneaux 10 par 12, quoi. Tu vois, dans la campagne, tu voyais musée automobile avec la flèche et tout. Et on arrive, une espèce de château délabré. Alors une cour, il y avait des poules, il y avait des canards. Mais où est la collection? Et dans une aile du bâtiment pourri, il y avait effectivement là 3 voitures, improbable. Et au mur, il y avait sa femme avait fait de la compétition automobile. Et elle était décédée d'un cancer, donc il avait fait vraiment une espèce de mausolée, voilà. Et avec, bon, je dis, ça fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Il me dit, tu vas voir et tout. Et donc, il a joué James Bond, l'agent secret de Sa Majesté qui a découvert un truc fantastique. Et on pleurait de rire. On l'a joué comme ça et c'est bien passé. Mais comment faire autrement, quoi? Quand c'est un des éléments phares de tes rencontres dans une émission, tu dis qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un peu les aléas du direct, parce que tu évoquais tout à l'heure les États-Unis, parce que tu adores ce pays, la culture blues, culture américaine. Et Adeline m'a expliqué que à 2 reprises, peut-être même plus, lors des tournages, vous étiez dans des parcs et vous avez tourné sans autorisation. Ah oui. Et vous en êtes retrouvé à faire des fuites en avant, quoi, parce que les shérifs arrivent. Oui, avec Pierre Quatrefages notamment, il faut prendre des précautions quand tu tournes aux États-Unis. Il faut leur dire où tu es dans les parcs, où tu vas, à quelle heure tu y seras. Sinon, t'es un rebelle. Et ils aiment pas les rebelles. Et donc, on est dans Joshua Tree, et avec Pierre Quatrefages, et on plante la voiture à un endroit au milieu des cactus, et il y avait 2 jeunes qui campaient. Et personne à 100 km à la ronde.
Donc, il met le trépied, la caméra, commence à tourner. Et on voit arriver un ranger. Alors, le gars, il est descendu de sa voiture. Très flegme, beaucoup de flegme. Pas un mot, rien. Il sort, à l'époque, un Polaroid. Il fait des photos de la voiture, du pied, de la caméra, de moi et tout. Puis après, il va chercher son terminal carte bleue et il y en avait pour, je crois, 800 ou 1000 $ d'amende. Donc, bon... Est-ce que vous aviez été dénoncé, peut-être? On a été dénoncé par le couple, oui. Oui, probablement, oui. Ou alors, il nous avait repérés, bon. Et donc, on a plié bagages. Et le preneur de son dit à Pierre, écoute, on attend 5 minutes et puis on revient. Et je lui dis, mais attends... Et les gars, il est planqué derrière un cactus avec les jumelles. Il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à la française, quoi. Voilà. Les latins rebelles. Et oui. Mais les États-Unis, c'est une telle terre de passion automobile. Tu parlais des antiquaires, des brocantes et tout. Là, moi, quand je suis sur les routes américaines, quand je les faisais avec Philippe Lacarrière, alors on était quand même 2 tarés au niveau collection, et donc on s'arrêtait dans un antique. Alors les antiques aux États-Unis peuvent faire la taille voire d'un stade de football, voire la moitié d'un stade de football. Nous, on nous lâchait là-dedans, et pendant ce temps-là, mes équipes attendaient dans la voiture. Mais on faisait des séquences à l'intérieur avec des découvertes. Et puis il y a une passion, il y a une réelle passion pour l'automobile, quoi. T'as une belle auto aux États-Unis, c'est parce que t'as réussi. Oui, t'as moins ce côté jalousie que tu peux avoir en France. Ça n'existe pas. Ça, tu le retrouves en Allemagne, tu le retrouves en Angleterre. En France, c'est terrible, quoi. En France, c'est terrible. Moi, je connais des gens qui n'osent même plus sortir leur voiture de collection parce que, voilà, il y a un problème où il trafique, où il paie pas ses impôts. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas ça, quoi. T'as une belle auto, c'est que, voilà. C'est que t'as fait un... T'as réussi. Ouais, t'as accompli un certain chemin pour en arriver là. T'as réussi. Probablement que tu dois avoir une belle maison et de surcroît une très jolie femme. Tu as fait référence à de nombreuses reprises à Pierre Quatrefages, donc qui était et qui est toujours, je crois, de temps à autre, oui. Qui a été le réalisateur exclusif de Turbo pendant un moment, c'est ça? Oui. Ouais. Il m'a raconté plein de petites histoires aussi, notamment, je crois que vous avez fait plusieurs voyages liés au Camel Trophy. Ouais. Et a priori, il y a un moment, alors je sais plus exactement quelle date, où tu devais faire un tournage et il pleuvait des cordes. À Bornéo. Absolu, exactement. À Bornéo, oui. Et tu avais dit non les gars, moi j'y vais pas. Il pleut beaucoup trop. Ouais. Et t'as eu ce petit revirement de situation. Comment ça s'est passé? Parce que finalement, tu l'as fait ce tournage. C'est-à-dire que je lui dis, écoute, il tombe des cordes, hein, comme il peut tomber dans ces zones tropicales. Hein. Et il me dit, bah, tu vas pas nous emmerder, on tourne. Je lui dis, mais attends, je vais être rincé comme un, c'est pas possible, dans 3 minutes, et prends un parapluie si tu veux. Je lui dis, attends, je suis pas au Camel Trophy, au milieu des mecs, des baroudeurs, des gars qui font des exploits, physiques et mécaniques avec un parapluie, je vais avoir l'air de quoi? Et je me suis planté sous la pluie, et ça fait une séquence, c'est-à-dire que je démarre, je suis sec. 30 secondes après, je suis rincé, quoi. Il m'a dit que t'avais mis un chapeau d'explorateur, je crois. Concours du t-shirt mouillé, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Et il m'a appris autre chose, c'est que au début de Turbo, il organisait des espèces de petites scénettes. Ah oui. J'ignorais complètement. Les cœur de Dominique, oui. Et du coup, je vais regarder ce à quoi ça ressemblait. Et il y a Albert Dupontel qui a débuté un peu comme ça. Exactement. Ouais. Ah non, alors ça, c'est ce qu'il faisait, oui. Oui, il faisait de la réalisation oui, d'espèces de clips, de clips pour nous, exclusivement pour nous. Et effectivement, sur un tournage, c'était avec une Mercedes 600, la grosse limousine, et il y avait Albert Dupontel qui était dedans, en train de jouer un macro, qui jouait au poker, oui, avec les chaussures bicolores et tout. Albert Dupontel. C'était sa première apparition télé, je crois. Ouais. C'est fou. Ouais. Je l'ignorais complètement. Et on parlait de la pluie tout à l'heure. Je savais pas non plus cette stat, mais Adeline et Pierre me disaient que tu avais jamais raté une seule émission, non. Même malade ou le bras cassé. Ouais. Adeline m'y a émis juste une exception. C'était en Espagne, a priori. À Léon, avec à l'époque la nouvelle Léon, oui. Où c'était impossible de trouver. Il a plu pendant 48 heures non-stop, oui. Donc j'ai appelé les responsables de Seat. À Paris, je leur ai dit,
On remonte, on peut pas tourner, c'est pas possible, pas possible. Est-ce qu'on peut avoir une voiture à disposition demain matin à Séville, en Andalousie? Et on te rappelle, 3 minutes après, ok, la voiture t'attend. Donc on est remonté à Orly et on est redescendu à Séville et là, soleil. Incroyable. Et pour autant, il fallait quand même sortir une émission. Il n'y a pas eu d'arrêt de l'émission parce que vous aviez un petit peu d'avance, j'imagine. On avait un peu d'avance. Écoute, comme on faisait auparavant, j'ai jamais raté une émission. Non. Il y a eu mains et mains exploits et ratages, mais ça n'est jamais apparu à l'antenne, ouais. Dans les exceptions, enfin en tout cas pas dans les exceptions, mais plutôt dans les exploits. Il m'a raconté aussi une fois en Mongolie, je crois. Vous êtes retrouvés tous dans une yourte. Oui. Oui. Il faisait très très froid. Oui. Puis très très chaud, je vois. Oui, parce qu'il y avait des jeunes filles du village qui étaient chargées d'alimenter le poêle pendant la nuit, et moi j'avais froid, donc j'ai foutu tout ce qu'il y avait comme bois dans le poêle, et on crevait de chaud, oui. Et après, c'était quoi? J'imagine, vous l'aviez dans la rivière. Ah oui. Alors moi, j'étais quand même, je voulais être clean à l'antenne, donc je me rasais et je me lavais les cheveux. Une pratique quand même que je faisais tous les jours, que je fais encore tous les jours au niveau des cheveux et de la barbe. Mais comme il n'y avait pas d'eau, je suis allé me raser dans le torrent. Mais c'était un torrent de montagne, quoi. Donc il devait être à peu près à 3 degrés. Donc pour le rasage, ça allait tant bien que mal. Puis après, je me suis dit, allez, on passe au reste du corps. Et là, je me suis shampouiné et rincé la tête dans l'eau. Et j'ai eu l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. J'aurais pu faire une syncope, n'importe quoi. C'était l'écart de température entre le très chaud à très froid, c'était horrible. Non, mais c'est surtout, température du corps à 36 degrés, puis à 2 degrés l'eau, mettre la tête dedans. Faut être taré comme, voilà. Il se souvient de plein de trucs. Hein, mais tu sais qu'ils ont été impressionnants. Et pour rester un peu sur le thème toujours de la neige, vous aviez rencontré, je crois, un certain Michel Schumacher, oui, qui organisait des voyages en motoneige. Oui, au Québec, oui. C'est ça. Et vous arrivez, je crois, une petite broutille parce que il y a une des personnes qui était là avec vous qui s'est blessé, je crois. Et vous étiez perdu complet. Ah oui, c'était Jean-Luc Moreau. En fait, on était au petit déjeuner un matin et il avait entrepris de faire un coup de pêche sur le lac. Il y a 16, je sais plus combien de millions de lacs à cet endroit-là. Et évidemment, celui-là était gelé comme les autres à cette époque-là. Et il avait entrepris avec une hachette, mais alors c'était une lame de rasoir, de casser la glace pour faire une pêche au trou. Et là, il était à genoux. Et la hachette a glissé, et il s'est ouvert jusqu'à l'os. Et à un moment où on est en train de prendre le petit déjeuner, on le voit coucher sur la glace. On dirait, il est con, il va attraper la crève. C'est quoi cette connerie? Puis donc on y va, il bougeait pas. Et là, on le retourne, et là, il y avait le sang qui commençait donc on l'a emmené chez presque le rebouteux du coin, ou le vétérinaire, qui a éclaté de rire, parce qu'évidemment, là-bas, les gars, ils se coupent les doigts avec les tronçonneuses et tout. Voilà. Non, mais c'est surtout avec Pierre, on avait prévu dans un village de tourner l'arrivée des motoneiges, pas le saloon, mais le bar du coin. Donc, il y avait plein de neige. Sauf que le maire, pour nous faire plaisir, il s'était dit, dans sa tête, je vais rendre le village impeccable. Il a fait venir tous les bulldozers possibles, et ils ont viré toute la neige. Et nous, on est arrivé devant le bar, il y avait plus de neige. Et ben, on lui a demandé de remettre la neige. Ils sont allés rechercher de la neige, mais des trucs improbables. Oui, en fait, des histoires comme ça, je pense qu'il y en aurait tellement raconté. Ouais. Adeline m'en a raconté quelques-unes d'autres. Je peux pas, je lui ai promis que je le dirais, donc je peux pas en faire l'impasse. Mais elle m'a raconté que une fois, et je pense que c'était les périodes où vous faisiez encore peut-être du direct sur le plateau, tu avais des personnes qui venaient t'amener des appareils, en tout cas des motos un peu spécifiques, notamment un Suisse qui t'a amené, je crois, une moto qu'il avait fabriquée lui-même et que t'arrivais pas à démarrer. Et t'essayais à maintes et maintes reprises de la démarrer. Je m'en souviens pas. C'était dans les années 90, je crois. Je m'en souviens pas. Et en gros, elle m'a dit que le fameux Suisse, avec son accent suisse, que je n'imiterai pas parce que je ne sais pas le faire, a fini par dire mais en fait c'est neurologique là, c'est pas la moto. Ça te parle ou pas? Ah oui. Ah oui, c'est neurologique, oui. Et ils avaient tous éclaté de rire. Oui, c'est neurologique, oui. Oui, ça, oui. Alors je me souviens de sa réflexion, qui sur l'instant m'a pas beaucoup plu. J'imagine que ça t'a pas plu, ouais. Oui. Ouais. Oh,
des trucs pittoresques. Dans ces époques-là, on faisait gagner des 205 rallyes. À la fin de l'émission, on en a fait gagner 3. Et puis, donc il y a un gars qui gagne une semaine. 15 jours après, il vient récupérer la voiture. Donc on organise le tournage. Il arrive avec le gars, vraiment un peu, comment dirais-je, Tanguy, quoi. Le gars, il vivait chez maman. Il devait avoir une petite trentaine. Donc il y avait le représentant de Peugeot qui était là, il lui remet les clés et tout, donc je l'interview, je lui dis vous êtes content? Oui. Ah oui. Et vous allez faire un peu de compétition avec? Il me dit non. Bah vous allez rouler quand même avec? Non, je la garde comme ça puis je vais la revendre. Alors déjà ça partait mal. Et je dis mais pourquoi vous la revendez? Vous venez de la gagner. Il me dit parce que je préfère les Renault. Exceptionnel. Oh le malheur. Comment t'as fait pour gérer cette situation? Parce que à l'antenne, tu peux pas... On l'a pas passé, quoi. Ouais. C'est pas possible. C'était la honte. Je préfère les Renault. C'est magique comme réponse. Ouais. C'est Ah, mais il était naturel, hein. Ah bah ça, il était naturel, ouais. Cash. Il vous arrive aussi quelques histoires, Adeline m'a raconté sur le rallye de Tunisie. Parce que vous aviez l'habitude de le couvrir. Vous l'avez couvert plusieurs fois, je crois. Plusieurs années, Ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, bon, bah, j'imagine que l'ambiance tente, ronflement, ça devait être déjà folklore quand tu arrives pour faire l'émission. Ouais. Mais il y a aussi une petite anecdote dans l'hélico, parce qu'à un moment, vous l'avez fait en hélico, vous l'avez... Putain, mais elle tape tout balancé, quoi. Ah, je te jure que oui. Je sais faire parler les gens, a priori. Ah ouais, c'est monstrueux. Non, je peux pas raconter ça. Tu veux raconter cette histoire? C'était quoi? Si, parce que au réveil, bon, bah c'est voilà qui a fréquenté un rallye africain, c'est que t'es pressé par le temps. Alors déjà, bon, bah, les besoins naturels au début, tu pars avec ton rouleau de PQ et puis tu cherches un endroit. Alors dans le désert, c'est pratique, quoi, tu vois. Et puis un jour, tu vois, il y a une petite dune. Alors tu t'en casses les pieds à monter la dune, tu te dis là, de l'autre côté, je serais tranquille, et puis de l'autre côté, ils sont 25 à faire la même chose que toi, quoi. Bon, après, t'oublies toute pudeur. Et en fait, oui, alors le matin, bien souvent, t'as pas le temps de prendre un petit déj, ou ce qui est servi, c'est improbable, café froid, tout bon. Et puis, on tournait, on était dans un des hélicos de Citroën. Et puis à un moment, j'avais faim. Je dis Adeline, est-ce que t'as pas un truc à me donner? T'as pas de gâteau? Elle me dit si, j'ai des gâteaux que j'ai achetés à la pharmacie. À la figue, c'est ça? En cas de constipation. C'est inimaginable. Et moi, je me fais la boîte. Elle me dit mais n'exagère pas. Mais moi, je me fais tout ce qui restait dans la boîte. À un moment, on était en plein vol. Je dis au pilote, est-ce qu'on peut se poser? J'ai un problème. Bon, le gars, il râle un peu. Bon, il se pose dans le désert. Bon, là, c'est pareil, hein. Où tu fais au pied de l'hélico, si tu vas à 100 mètres, ils sont tous à rigoler. Donc, je fais mon affaire et je remonte. Une demi-heure après, je dis, est-ce que tu peux te poser? Et il m'a dit, mais ça va durer longtemps, ton cirque, là. Enfin, c'était... bon, voilà, c'est des trucs... voilà, c'est la vie, quoi. Ouais, des moments exceptionnels. Exceptionnel. Mais elle m'a raconté aussi une dernière anecdote. Ah, non, c'est pas possible. Mais si, je te l'ai dit en plus, celle-là. C'était au moment où vous couvriez des événements, notamment Le Mans. Alors le Bol d'Or, je crois pas. Hein. Je crois pas. Si, on a fait le Bol d'Or. Oui, d'Or. mais pas en direct. C'était pas la même. Si, le Bol d'Or. Si, Bol d'Or aussi. Oui. Ok, donc auto, moto. Et vous aviez une Honda NSX, je crois, pour le retour. Ah ouais. C'était au retour des 24 heures du moto. C'est ça. Oui. Ouais. Et là, vous arrivez une petite bricole. Ouais, parce que je me démerde au volant, mais je suis pas un pilote de compétition, et donc il tombait des hallebardes, plein trafic, et à la hauteur de Fleury-en-Bière à peu près, oui. Saint-Arnoux, hauteur de Saint-Arnoux, il y a eu torrent d'eau, viaduc en dessous sec, et torrent d'eau derrière, en toute logique. Moi, je suis passé du aquaplaning au sec et re-aquaplaning. Et là, je suis parti dans tous les sens, au milieu du trafic. J'ai ratatiné la NSX. Plus récemment, enfin après Adeline, en tout cas, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a aussi parlé. C'est Safet Trassoder, qui m'a raconté quelques anecdotes. Et en fait, je pensais justement à cette fameuse anecdote sur la NSX. Ça me fait penser à une autre histoire, avec une Vanquish S, je crois, où vous étiez allé chercher une voiture en Suisse,
Et je crois que c'est à sa fête que le concessionnaire dit, par contre, faites attention aux jantes en partant. Et a priori, en sortant du parking. Ouais, c'est au parking de l'aéroport de Genève, oui. Et de toute façon, ça t'arrive pas avec une voiture de grande diffusion. Ça ne peut arriver qu'avec des autos comme ça. Et ouais, la voiture elle était neuve. Évidemment, on a commencé par les roues, avec les jantes. Et je dis à sa fête, t'es gentil, tu prends la rampe, voilà. Et mais non, tu conduis, je t'indiquerai. Sauf qu'arrivé, on prend la rampe, et on arrive au guichet pour mettre le ticket. Et là, badaboum, 2 roues. C'est ma hantise, je crois, les parkings souterrains. Et ça ne t'arrive qu'avec ces autos-là, quoi. Et alors, effectivement, au départ, on t'a dit, bon, mais ça m'est arrivé un jour avec une Ferrari aussi. On m'a dit, fais attention, les jantes sont toutes neuves. Ah bah oui. Première station-service. Là, le plus terrible, c'est les péages d'autoroute. Maintenant, j'y vais avec le bip d'autoroute parce que si tu t'emploies, comme t'es bas, à aller chercher le ticket, à mettre la carte, c'est l'enfer. Et puis, plus tu te rapproches, plus tu te fais les jantes. Surtout que tu es habitué à rouler plein de voitures différentes. Donc, faut s'adapter à chaque fois au gabarit. Tu changes tout le temps. Donc, c'est ça qui est compliqué. Tout le temps, oui. Enfin, régulièrement. Ouais, oui. régulièrement. Oui. Ça fait partie de mon métier. Je dis toujours, si je faisais une émission sur les aspirateurs, j'essaierais des aspirateurs, en toute logique. C'est pas exceptionnel de changer de voiture. Dans les souvenirs qui ont marqué sa fête avec toi, il y a aussi un moment où il t'a un peu piégé avec Sébastien Loeb. C'était à l'occasion d'une émission. Je crois que c'est lui qui a plus ou moins monté le projet entre Sébastien Loeb et l'armée de l'air. Mm-hmm. Donc c'était sur la base de Nancy, c'est ça, avec des Mirage 2000. Ouais. Et donc ils ont fait leur petit tournage. C'était un peu faire l'échange entre l'armée et Sébastien Loeb. Et finalement, il t'a un peu piégé en disant à Sébastien Loeb, tiens, Dominique va monter, mais lui le tarif, quoi, entre guillemets. Ah oui, alors ils avaient déjà fait leur retour aérien avec les pilotes de l'escadrille de Nancy. Et puis le lendemain, effectivement, il avait prévu dans sa Citroën de rallye de faire des baptêmes aux pilotes. C'était un échange, quoi. Et je suis monté encore une fois le dernier, quoi. Et pareil, il m'a promis que j'allais le regretter au plus haut point. Et c'est toute la science de ces types-là, quoi. C'est que ils passaient dans les hangars réservés au Mirage 2000, à un Mirage 2000, ils rentraient là-dedans à fond, tout en glisse, contrôlé évidemment, et les rétroviseurs passaient à ça. Évidemment, il y avait plus les avions, ils avaient viré les avions, mais et ils se marraient. Il attendait qu'une chose, c'est ou que mon petit déjeuner y passe, ou que je lui dise arrête, ça suffit. Mais je rigolais tellement que il disait même que ton casque était trop grand et qu'il tombait sur les yeux. À la fin, je lui dis on refait un tour et non, ça y est, c'est bon. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui, tu vois, de ce que je retiens de tout ce que tu m'as dit, c'est que il y a quand même beaucoup de moments de partage et moments de rigolade aussi sur Turbo. Oui, beaucoup. Je crois que sa fête me parlait aussi d'une anecdote en 2017 avec une DeLorean où il fallait absolument que la voiture soit tout le temps en marche, sinon il allait caler. Et il s'est retrouvé à caler au pire endroit du monde, sans le propriétaire, et vous êtes retrouvé bloqué alors que vous étiez déjà en retard sur le planning. T'as raison, on était en pleine forêt, oui. En pleine forêt, oui. Comment tu réagis dans des situations comme ça? Tu peux te marrer, tu peux rien faire d'autre. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. On dort à côté de la voiture ou je sais plus comment ça s'est résolu, mais oui, on était en pleine forêt. Le Réal avait voulu qu'on tourne au milieu des arbres. C'était réussi, oui. Voiture en carafe. Et toi personnellement, c'est quoi un peu les voitures qui te font rêver? Tu parlais des Mini. T'as une petite collection à côté? Oui, j'ai quelques Mini à la campagne, ouais. Et il y a d'autres voitures qui te font un petit peu rêver? Moi, j'ai toujours été fou de la BMW Z8. Z8? Ouais. J'aurais l'argent, c'est une voiture que... Ah ouais. C'est James Bond qui a participé au truc. Il est gentil, il en a coupé une en deux, ouais. Ouais, exactement. Enfin, c'est pas lui qui l'a coupé, mais pour les besoins du film, elle a été sacrifiée, ouais. C'est une voiture fantastique. Au cinéma, t'aimes bien aussi? Ouais, on te balance tout, hein. Oui. Ça, pour le coup, c'est toi qui me l'as balancé. Mark III, oui, Austin Hillet, oui. Ouais. Et plein de Mini parce que ça prend pas trop de place et que c'est pas trop bling bling. Oui, moi je me la pète pas, moi je m'en fous, hein. Pas c'est l'âge. Ouais, comme tu dis, t'as rien à prouver. Dominique, pour finir un peu cet épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À part d'aller déjeuner parce qu'on a tous les deux faim, je pense. Me souhaiter. Déjà de tenir encore le coup parce que c'est quand même un métier qui te prend.
t'empiète sur ta vie de famille et puis qui te prend de l'énergie. Donc moi je suis pas, comme on disait chez Audiard, je suis pas un perdreau de l'année, donc je l'assume, même si certains me verraient bien partir en disant place aux jeunes. Moi je veux bien donner la place aux jeunes. Le problème c'est que il faut me remplacer, quoi. C'est plus de mon ressort. Donc tant que je suis pas en mode remplacement, je continue. Voilà, parce que ça fait partie de ma passion, que je suis amoureux fou de ce que je fais. Que j'y trouve un plaisir immense avec les gens qui m'entourent, qui m'ont supporté. Moi, c'est pas que je les supporte, ils m'ont supporté parce que bon, il y a des moments de fragilité, pas de faiblesse. Je vais pas être prétentieux et dire qu'il y a pas de faiblesse, mais il y a des moments fragiles où tu te remets un peu en cause, tu te dis bon, voilà, oui, effectivement, j'ai pris de la bouteille, bon. Et puis oui, tout va de pair, quoi. Plaisir, passion, énergie. Autant au niveau personnel que professionnel, de toute façon, c'est lié. Ouais. Et puis la confiance des patrons, quoi. C'est prépondérant. En vivant quand même une période qui ne fait que s'accentuer. Je suis pas, même mon président Nicolas Taverneau le dit, la télévision linéaire, elle est morte dans 5 ans. Donc on sait très bien que on est sur une pente les uns et les autres descendante. Au profit des plateformes, du streaming et tout dans quelques années, et que voilà, il faut l'accepter. C'est la mort lente d'une télévision que nous avons, que tu as connue, que vous avez connue, et se dire que bon non pas contre mauvaise fortune bon cœur, mais en même temps il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter, et il faut avoir en plus engagé une puissance de créativité. Parce que les gens, le public est très exigeant, parce qu'il est, comment dirais-je, face à une offre débordante, quoi. Et pas citer tous les gros moyens américains qui débarquent en Europe et en France en particulier, mais faut se battre contre ça, quoi. Plus alors, faut quand même être réaliste. Même si on entend passer quelques voitures là, les moteurs thermiques, ils vivent aussi leur... ça, on pourra en parler jusqu'à demain matin, mais c'est vrai que l'électricité est en train de bouleverser énormément de choses. Et là, c'est sur une période de problèmes d'approvisionnement en essence. Évidemment, tous ceux qui roulent électrique, ils doivent bien rigoler en se disant tu vois, c'est clair. J'ai devancé les emmerdements. Donc tout ça fait que c'est quand même fatigant. Ça te remet en cause. Faut être toujours plus de créativité, plus d'originalité, avec un monde économique qui bouge, des constructeurs qui fabriquent plus de voitures parce qu'ils n'ont pas de composants, donc il n'y a plus de sortie de nouveautés. Puis tout le monde a resserré les boulons, quoi. Faut pas se voiler la face. Je vais pas finir sur une note alarmiste, mais c'est vrai que depuis la pandémie et avec la guerre en Ukraine, il y a une succession d'événements qui font que la télévision se remet en cause et le monde économique se remet en cause, l'automobile se remet en cause. Il faut vivre avec ça. Et en même temps, il faut donner le sens, quoi. Moi, j'ai toujours dit, si on offre aux gens ce qu'ils ont de leur fenêtre, ils regarderont pas la télé. Il faut les faire rêver. Il faut les faire rêver, ouais, bien sûr. Il y a des gens qui disent putain, les émissions américaines, c'est fantastique, on vous suit, il y a les musiques, les paysages. Puis il y en a d'autres qui me disent pourquoi vous êtes toujours aux États-Unis. Puis il y en a qui disent pourquoi vous essayez des Ferrari et pas des Clio. Et d'autres qui te disent les Clio, moi je peux l'essayer dans ma concession, j'en ai rien à foutre, je préfère avoir des Ferrari. Il faut jongler entre tout ça. Pas simple. En tout cas, ce que je retiendrai, Dominique, c'est que j'ai une petite pensée pour l'enfant que j'étais et qui regardait tous les dimanches, je regarde toujours, mais c'était mon rituel, tu sais, quand t'es petit, tu te lèves et tu prends ton petit déj et j'ai une petite pensée pour cet enfant-là parce que toutes les histoires que t'as pu raconter, ça m'a fait découvrir et j'espère que ça fera découvrir aux auditeurs les coulisses un petit peu de toute cette machine, en fait. Et alors, c'est drôle, ta remarque, parce que, pardon, je veux pas te froisser, mais elle est régulière, tu vois.
De la même façon que les gens qui m'ont dit pendant pas mal d'années, vous êtes le fils de Robert Chapat, avec mon père, Stade 2, c'était la messe, voilà, les résultats de foot, patati patata, et puis voilà, comme ta remarque gentille que je reçois toujours avec un immense plaisir, c'est j'ai grandi avec Turbo, j'ai regardé Turbo sur les genoux de mon père, dans le canapé, à l'apéro, et à chaque fois on me dit, ça fait combien de temps Turbo? 36 ans. Oh là là, 36 ans. Mais c'est dingue, vous êtes une relique. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, non, mais un jour il faut être conscient. Hein. J'ai pas dit que ça allait se terminer à l'issue de notre agréable rencontre. Mais bon, il faut être voilà, tout ce que je t'ai dit quoi. Il y a un âge pour tout quoi. Le seul truc c'est que la retraite a priori ça t'intéresse pas trop pour l'instant. Non. Mais non, mais je prends du plaisir, passion, proximité, partage. Voilà. Après moi je vis très très bien et puis je suis remis en cause. C'est pas moi qui m'accroche au wagon hein. C'est mes patrons qui me disent reste dans le wagon. Tu veux nous voir pourquoi? Pour nous dire que tu pars, mais tu pars pas. Je dis non, je veux savoir ce qu'on fait ensemble. Voilà, c'est tout. C'est je mets les cartes sur table. Février-mars, c'est comme ça. Je les vois. On fait quoi? Ben pourquoi tu poses la question? Bah je sais pas. Ben non, nous on se la pose pas. Voilà. Merci Dominique pour ce moment, c'était super cool. Super. Et puis à bientôt. Bah à bientôt. Ciao. Pas dans 40 ans. Hein. Non. Non.